Eh bien, bonjour Paul. Bonjour, Euh, Bienvenue à la librairie permaculturelle. Donc, je suis Nicolas, le gérant de la librairie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'interviewer pour le livre de Cathy Baumann qui s'appelle Grandir sauvage. Donc, ce livre que tu viens de traduire et que tu viens d'éditer en même temps, parce que tu es éditeur et tu as fondé la maison, les éditions Ressources Primordiales. ouais. Voilà. J'ai lu dans la préface que tu as rédigée pour ce livre que ce livre avait un lien comment dire, était particulier pour toi parce que c'est d'une certaine manière ton parcours. Donc tu dis que tu étais un enfant en difficulté. Ouais. Ton parcours a fait que tu t'es tourné vers un petit peu ce que Cathy Baumann enseigne et puis vers d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler donc, de toi, alors pas toute ta vie non plus, mais du lien que tu as avec ce bouquin? Bien sûr, bien sûr. Bah, merci. Et puis, merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en tant qu'éditeur déjà de pouvoir discuter avec un libraire. Et puis, évidemment, ta librairie, c'est pas n'importe quelle librairie. La librairie permaculturelle, c'est quand même très, très particulier. C'est une librairie qui défend des valeurs. Et justement, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de parler de ce livre parce que moi, effectivement, on va dire, j'avais des difficultés d'apprentissage. Pas tellement, je dirais, à cause de problèmes intellectuels, mais j'étais malheureux à l'école. Moi, ce que j'aimais, c'était être dans la nature, bouger, courir, sauter, grimper aux arbres, faire ces choses-là, et pas rester assis toute la journée dans une salle de classe. Donc, j'étais malheureux à l'école. Mes parents ont essayé différentes choses. J'étais plus ou moins déscolarisé, de passer plus de temps dans une ferme ici, de faire plus d'activités. Plusieurs mois en bateau ici ou là, d'essayer de me déscolariser au plus avec des différentes activités, mais rien n'y faisait. Il y a toujours un moment où tu dois retourner à l'école, ou même si tu es dans une ferme ou dans un bateau, bah, ils vont te faire écrire, ils vont te faire lire, ils vont te faire apprendre des maths. Et moi, ça marchait pas. Donc j'ai quitté l'école très jeune, à 16 ans, après avoir redoublé plusieurs fois, et j'ai continué à chercher des moyens pour aller mieux, parce que bah, je me sentais pas bête, mais j'avais du mal à exprimer mes compétences. Et donc, à 16 ans, je suis devenu animateur pour enfants, j'ai commencé à encadrer des enfants, puis des enfants en situation de handicap, et puis j'ai cherché parallèlement à développer mes compétences. En France, il n'y a pas énormément de choses, mais j'ai quand même essayé différentes méthodes. Là, je parle dans les années 80. J'ai essayé des méthodes comme la méthode Tomatis, j'ai fait de l'ostéopathie, j'ai suivi différentes approches, la gestion mentale, plein d'approches, la méthode Vitose, plein de méthodes qui étaient réputées aider pour les compétences d'apprentissage. Et puis, bah, progressivement, je suis allé voir dans d'autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, où ils sont plus ouverts à différentes approches, on va dire alternatives. Bien sûr, gamin, mes parents, ils m'avaient fait voir des psychologues, des orthophonistes, des psychomotes, des parcours classique, mais ça m'avait pas aidé comme on voulait, quoi. Et puis après, bah, je me suis passionné pour ces méthodes d'amélioration de l'apprentissage. Je n'oublie pas que je travaillais avec des enfants à l'époque en tant qu'animateur, et tout ce que j'apprenais, bah, je me disais, ça va m'intéresser puisque je travaille avec des enfants en situation de handicap, et si j'apprends des méthodes qui aident à mieux utiliser, si je puis dire, mon cerveau et mes compétences, bah, je peux aussi en faire profiter les gamins dont je m'occupe. Et puis, je me suis retrouvé aux États-Unis, je me suis retrouvé au Canada à apprendre différentes approches. Et ce qui me parlait le mieux, ce qui avait le plus de résultats sur moi, c'était les approches corporelles, c'est-à-dire des approches de type brain gym, éducation kinesthésique, des approches qui impliquaient le corps, le mouvement, et qui étaient censées développer le système visuel, auditif, la coordination, la proprioception, toutes les compétences, et finalement, mois après mois, j'ai progressé. Et puis, je suis devenu enseignant dans différentes de ces approches, en particulier dans la méthode Brain Gym, éducation kinesthésique. Je suis devenu le traducteur des créateurs de la méthode et puis leur représentant en France. Et puis, très vite, j'ai ouvert un. En tant qu'animateur, on n'a pas le droit. Je suis pas thérapeute, je suis pas. Voilà, on n'a pas le droit d'intervenir directement auprès des enfants. Donc, je me suis installé à mon compte. Je suis devenu profession libérale et j'ai commencé à recevoir des enfants en difficulté scolaire. Autrement dit, mon parcours de base, c'est moi-même, j'ai eu des difficultés avec l'école, on va dire, ou à l'école. Et ensuite, j'ai voulu faire bénéficier d'enfants de ce que j'avais appris. Et la chose la plus importante pour moi, c'était de découvrir que bah, le corps, il est mal aimé à l'école, qu'on considère qu'on apprend par cœur, mais en fait, moi, mon idée, c'est qu'on apprend par corps, on a besoin de tout notre corps. Euh, et en gros, la leçon que j'ai apprise le plus, c'est que
notre psychisme et l'évolution humaine n'a pas évolué, si on peut dire, en accord avec notre société qui s'est industrialisée trop rapidement. C'est-à-dire qu'on a quitté, si on prend Homo sapiens qui a 300 000 ans, ben on a inventé l'agriculture hier, et puis le monde industriel il y a quelques secondes, et notre corps, c'est toujours un corps préhistorique, et notre psychisme, c'est toujours un psychisme adapté pour la préhistoire, c'est-à-dire pour un monde de chasseurs-cueilleurs. Et du coup, un enfant, un petit chasseur-cueilleur que tu enfermes dans une salle de classe, il va être malheureux. Il veut sauter, bouger, courir, grimper aux arbres parce qu'il veut se préparer pour être un chasseur-cueilleur. On lui dit non, reste assis toute la journée, ce qui compte, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et donc, il y a un déséquilibre entre ce pourquoi est construit notre corps et notre psychisme et notre société moderne qui a évolué trop vite. Donc ça, c'est ce que je crois. Et c'est pour ça que je suis très, très content de parler du livre. Donc voilà, en gros, mon parcours, c'est ça. Et puis mon parcours, juste pour terminer là-dessus, j'ai créé un centre de formation en 96 qui s'appelle le Centre de formation de plaisir d'apprendre, dans lequel j'enseigne toutes ces techniques que j'ai apprises au fur et à mesure des années. Et puis j'ai formé différents professeurs et toute une équipe. Et régulièrement, tous les ans, je fais venir des experts autour du mouvement, de l'apprentissage, de la santé, du bien-être, des choses comme ça. Et il se trouve qu'en 2018, je souhaitais créer une maison d'édition parce que ces gens que je faisais venir avaient écrit des livres où je les connaissais parce que je lisais leurs livres et je ne comprenais pas pourquoi ces livres n'existaient pas en français. J'ai essayé dans un premier temps de contacter différents éditeurs pour dire mais pourquoi vous ne traduisez pas ces livres qui sont géniaux? Et on me répondait souvent que c'était un marché de niche. Et moi, je me suis dit, puisque je suis dans cette niche, puisque je fais déjà de la formation dans cette niche, je vais faire ma maison d'édition. Et je l'ai faite. J'ai commencé à sortir un livre, premier livre en décembre 2018 de Frank Forensich, qui s'appelle L'animal exubérant, qui reprend bien un peu cette philosophie que je viens d'évoquer, préhistoire et monde moderne. Et puis voilà. Et là, on en est à une quinzaine de bouquins qui sont sortis. Et puis, pas mal de projets pour l'année prochaine, 2013-2014, quoi. Ce que j'aime bien dans le bouquin, c'est qu'il va assez vite à l'essentiel. Ouais. Donc, dès les premières pages, le cadre est posé. Notamment dans la préface, tu dis toutes les activités, exercices ou procédures du monde. Donc, en fait, tu parles là de tous les les thérapeutes que tu avais été voir quand tu étais jeune pour essayer d'aller mieux. Tu dis tout ça, ce ne sont que des ersatz du contact quotidien avec la nature. La nature est le parcours de psychomotricité dont nous avons besoin. Ouais. Donc, du coup, maintenant, parlons un peu de Cathy Bauman. Qui est-elle? Quel est son métier? Quel est son pédigré pour écrire un livre comme ça? Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Merci de m'avoir cité. Ce n'est que la préface, c'est pas le bouquin, mais oui, c'est vrai, ça clôture bien ce que je viens de dire. Cathy Bauman, c'est une personne alors qui n'est pas très connue chez nous en France. C'est très regrettable, et c'est pour ça que j'ai voulu sortir ses livres. À la base, c'est une biomécanicienne. Donc, on étudie les biomécaniques du corps, voilà comment ça marche le corps, sa biomécanique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire de la recherche, très très vite, c'était l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était sur Internet, c'était la gloire des blogs, ce qu'on appelait les blogs. Donc, c'est ces gens qui écrivaient des articles sur un sujet. Donc, il y avait des blogs sur plein de thèmes. Maintenant, tout passe par Facebook et compagnie, et donc on est dans des trucs très superficiels, on ne va pas en profondeur, mais elle écrivait des articles toutes les semaines, des articles très profonds, qui allaient en détail d'expliquer avec beaucoup d'humour ce qu'est la biomécanique du corps, c'est-à-dire comment marche le pied, comment marche le périnée, comment marchent les cervicales et comment notre mode de vie n'est pas adéquat pour faire fonctionner notre corps et comment faire pour, dans notre vie de tous les jours, ajouter du mouvement et ajouter une compréhension qui nous permette de mieux bouger et d'être mieux dans notre corps. Et donc, c'est super chouette. Elle n'est pas du tout donneuse de leçons. Elle est vraiment hyper pédagogue. Elle explique bien les choses. Donc, elle a fait ce blog et puis elle a fait un podcast avec des centaines, toutes les semaines, des interviews. Enfin, elle expliquait des choses avec beaucoup d'humour et de simplicité. Et puis, elle a commencé à écrire des bouquins. Un bouquin sur le pied, un bouquin sur ceci, un bouquin sur le mouvement, un bouquin pour les personnes âgées, etc. Et ce sont des bouquins qui sont, pour moi, vraiment très, très chouettes parce qu'ils disent des choses qui n'est dit nulle part ailleurs et ils expliquent avec simplicité et humour des concepts qu'on devrait tous savoir. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ce Grandir sauvage, là, ce livre qui est sorti il y a 1 an aux États-Unis, donc nous, on l'a sorti immédiatement, immédiatement, le temps de le traduire et tout, mais c'est un livre où elle va cibler plutôt les enfants. Voilà, le travail autour des enfants. Donc, Cathy Bauman, c'est une biomécanicienne qui fait de la vulgarisation et qui parle très simplement du corps humain et du fait que notre monde d'aujourd'hui, notre société moderne, permet pas à se sentir bien dans notre environnement tel qu'il est, quoi. Dans l'introduction, Cathy Bauman fait une comparaison entre les enfants et les arbres. Ouais.
Ouais, ça c'est très intéressant. En fait, elle va parler de permaculture dans le bouquin, de permaculture humaine ou de permaculture appliquée à l'éducation. Elle parle des arbres. Elle parle du fait que, par exemple, moi on a semé quelques arbres. On sème les arbres alors pour faciliter les choses effectivement dans une serre, mais on peut pas laisser grandir l'arbre dans la serre. C'est-à-dire que l'arbre la plante, quelle qu'elle soit, a besoin de contraintes, a besoin de stimulation. Les contraintes, c'est le vent, c'est la pluie, c'est la sécheresse, c'est tout ça qui fait que la génétique de l'arbre va pouvoir s'exprimer. Les arbres ont énormément de gènes et il faut que cette génétique puisse s'exprimer. Et comment elle va s'exprimer? En fonction des contraintes que lui donne l'environnement. Eh ben, nous, en tant qu'adultes, et surtout adultes dans le monde moderne, quand on a des enfants, on a tendance à les protéger et même à les surprotéger, de les mettre dans une serre. On a peur qu'ils sortent dehors, qu'ils s'éloignent, on a peur qu'ils grimpent aux arbres. Attention, c'est dangereux, touche pas ci, fais pas ça, etc. Et on va finir par les placer dans un petit cocon, mais ce qu'on oublie, c'est que évidemment, ça part d'une bonne intention. On veut protéger nos enfants, on a peur qu'ils se blessent, qu'ils se fassent du mal, mais le prix à payer, c'est que nos enfants sont enfermés dans une serre et n'ont pas de contraintes corporelle, psychologique suffisante pour se développer en ayant développé toutes leurs compétences, leur permettant plus tard d'être des adultes autonomes et développant leurs compétences. Donc c'est en ça qu'elle fait le lien avec les arbres. Un arbre, ça ne peut pas grandir dans une serre. À un moment donné, il faut le sortir, il faut caresser nos arbres, il faut leur donner des stimulations. Moi, j'ai planté quelques graines d'arbres, mais à un moment donné, tu les sors de la serre pendant l'été, tu les planteras pendant l'hiver, mais parce qu'il faut qu'ils reçoivent des contraintes, ils ne vont pas être arrosés tous les jours à heure fixe, etc. Et c'est parce qu'ils ont ces contraintes qu'ils vont pouvoir se développer et devenir forts. Et ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de chaud et de froid. Et donc, ce qu'elle va appeler des charges. Notre corps, pour grandir, a besoin de charges, a besoin de contraintes. S'il n'a pas ces contraintes, s'il n'a pas ces sollicitations, l'enfant, et donc le futur adulte, ne va pas se développer avec tout ce dont il a besoin pour grandir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va être faible, on va avoir besoin du kiné sans arrêt, on va avoir besoin d'amener les enfants voir des psychomotriciens, des psychologues, des tas de thérapeutes, parce qu'on ne comprend pas pourquoi notre enfant ne se développe pas bien. Il ne se développe pas bien, principalement parce qu'il n'a pas eu les bonnes contraintes. Je peux donner juste un autre exemple. J'ai dit la serre pour les arbres, mais l'enfant, par exemple, si on le place toujours nos enfants dans des sièges pour enfants, dans des baby relax, dans des appareillages qui font que l'enfant il est assis comme ça, tout mou dans son truc, et il peut pas se retourner, il peut pas se mettre à quatre pattes, il peut pas bouger, il peut pas coordonner son œil et sa main, il peut pas faire toute la gestuelle, se redresser, activer les muscles de sa colonne vertébrale, il peut pas activer tout ça. Donc si je laisse pas au bébé humain la liberté pour qu'il fasse la gym de bébé humain, donc qu'il ait les stimulations qu'il doit recevoir en tant que bébé humain, eh bien, il ne va pas grandir correctement et il va développer des problématiques corporelles, physiques, de coordination, cognitive, parce que la cognition, c'est-à-dire les compétences d'apprentissage, de mémorisation et autres, se basent sur la coordination croisée, sur les compétences corporelles. Donc, c'est en ça que c'est très important. Les plantes, et tous les animaux, évidemment, ont besoin de sollicitations. Et s'il n'y a pas ces sollicitations, la plante va mourir ou la plante va devenir toute faible. Et si je laisse grandir ma plante complètement dans une serre et un jour je veux la planter en pleine terre comme ça, elle risque de souffrir ou mettre des années avant de s'enraciner et de grandir parce qu'elle aura tout ça à rattraper. Et bien l'enfant, si on ne lui laisse pas avoir les sollicitations, il ne s'agit pas de le stresser, il s'agit de le laisser courir, grimper, sauter, aller beaucoup, beaucoup dans la nature. Comme je le disais, la nature, c'est le parcours de psychomotricité de l'être humain, quoi. À titre personnel, là, quand je regarde dans le cercle de toutes mes connaissances, je vois les différents parents et la façon dont ils sont avec leurs enfants. Je pense que parce que je suis dans un milieu un peu permaculturel, je vois deux types de parents. Ouais. Ceux effectivement qui surprotègent et ceux qui laissent faire. Dans ceux qui surprotègent, il y a bien souvent un conditionnement. Leurs parents étaient comme ça avec eux et donc ils reproduisent en fait un schéma qu'on voit qui est assez classique dans notre société, quoi. Et puis, je vois ceux qui laissent faire. Moi, je fais partie de ceux-là et j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec différentes compagnes qui avaient déjà des enfants avant d'avoir mon enfant. Donc, j'ai pu m'entraîner en fait. Ouais. Et je vois aujourd'hui, pour moi, à quel point c'est facile donc, de laisser faire un enfant. Par exemple, ma petite, dès qu'elle est née, je lui laissais prendre des couteaux pointus dans les mains. Pour moi, il n'y avait pas de souci, quoi. Et je me dis, pour des parents qui sont un peu plus classiques et qui veulent surprotéger, ça peut être très difficile de dire je dis rien, je laisse faire. Et moi, ce que j'apprécie dans le livre, en fait, c'est que les choses sont très bien expliquées. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Il y a aussi des petits encarts avec d'autres parents qui prennent la parole et qui disent comment ils ont fait avec leurs enfants. Et en fait, il y a beaucoup d'invitations, voilà, de manière simple
et pédagogique à laisser faire les choses. Et je pense que ça aidera beaucoup les parents qui justement, ont encore ces ces petits blocages pour laisser faire les enfants, quoi. Ouais, tout à fait. Et l'autre élément, c'est qu'il y a énormément de photos. Et donc, tout au long du livre, et ces photos, c'est des photos de clients, d'amis ou de famille de Cathy Bowman. C'est pas des photos achetées sur Internet. Et donc, c'est d'autant plus vivant et ça donne vraiment plein d'idées. Et même le livre est conçu pour que des enfants puissent regarder le bouquin. Ça leur donne des idées, ça leur donne envie. Et c'est vrai ce que tu dis. Après, à nous de parents, dit Cathy Bowman, à nous parents, de nous aider, d'aider nos enfants pour pouvoir faire ces idées, pour pouvoir accomplir ces prouesses ou ces idées. Et il y a effectivement plein d'idées. Et je crois que l'idée principale, c'est de déconstruire un peu nos jumelles, notre système de croyances, notre vision du monde. Ce que tu dis du fait que certains parents ont peur de tout ce que font leurs enfants ou leur laissent pas faire, je crois aussi c'est parce que nous, on est sortis du monde naturel, on est sortis de la nature, on est enfermé, on a grandi enfermé, et donc on a peur, on ne sait plus comment interagir avec ça, on a peur de grimper dans les arbres nous-mêmes en tant qu'adultes, et du coup, on a encore plus peur pour nos enfants. Et de génération en génération, la peur s'accroît. La peur, c'est la peur de l'inconnu, la peur d'un monde avec lequel on n'est pas à l'aise. Donc, nous, on est de plus en plus à l'aise avec les écrans, à rester assis toute la journée. Donc, on estime que nos enfants doivent faire la même chose, en quelque sorte, en oubliant que c'est complètement anormal, ce mode de vie. Et il correspond à rien d'un point de vue de notre génétique, de notre psychisme, de notre cognition. Et donc, du coup, on va se retrouver plus tard. Alors, peut-être je pousse un peu le bouchon plus tard, mais mal au dos, dépressif, à prendre des médocs parce qu'on est enfermé, parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on ne vit pas le mode de vie pour lequel on est fait, et que pourtant nos enfants expriment quand ils sont tout petits, les enfants ils veulent faire tout ça, c'est parce qu'on les empêche qu'ils ne vont pas le faire. Et je crois que on le voyait bien, nos grands-parents pouvaient aller gamins à 8 ans, alors j'ai pas préparé le coup, mais je sais qu'il y a des chiffres, ils pouvaient s'éloigner jusqu'à 10 km de la maison, le gamin de 8 ans pouvait prendre son vélo et aller jusqu'à 10 km autour de la maison, partir le matin, revenir le soir, ça posait problème à personne. Nos parents, eux, c'était plus que 2 km, quelque chose comme ça, désolé, j'ai pas les chiffres. Nous-mêmes, c'était encore moins, et nos enfants, je crois que c'est moins de quelques dizaines de mètres, c'est-à-dire que nos enfants peuvent pas faire autre chose que le tour du pâté de maison. Si on habite dans une maison, ils n'ont pas le droit de traverser les rues, ils n'ont pas le droit d'aller dans la rue adjacente, et donc ils n'ont pas ces possibilités-là. Alors que paradoxalement, la violence faite aux enfants a régressé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins on fait très peur à nos enfants, on va voler les enfants, etc. C'est beaucoup moindre que ce que c'était justement il y a 100 ans, il y a 50 ans, etc. Donc il y a beaucoup moins de violence faite aux enfants, mais on a de plus en plus peur. Et je crois que c'est dû au fait que nous, on vit en déconnexion avec la nature. Et donc, ça fait peur. Et là, Cathy Bowman, tu as tout à fait raison. Elle nous déculpabilise, elle nous donne des trucs et surtout, elle ne va pas nous pousser à faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est parce qu'elle nous fait comprendre, par exemple, en disant, voilà, on met des vêtements qui empêchent les enfants de bouger. Et ça, je trouve que c'est un truc absolument génial. Nous, en tant qu'adultes, déjà, rien que cet exemple, moi, ça m'a beaucoup parlé. On met des mouvements pour faire du sport. C'est-à-dire qu'on a des mouvements pour bouger. Si tu as besoin de faire du sport, si tu as besoin de bouger, tu vas mettre des mouvements spéciaux. Si tu veux faire de l'escalade, tu vas faire des mouvements spéciaux. Si tu veux faire du camping, tu mets des mouvements spéciaux. C'est des mouvements faits qui permettent certains mouvements et qui permettent de bouger. À l'école, on avait une tenue de gym. Donc, on avait une tenue de gym, un survêt, pour l'heure de sport. Mais ça veut dire que le reste du temps, on met des mouvements pour pas bouger, c'est-à-dire des mouvements qui freinent ou qui empêchent le mouvement. On a un jean serré, on a des vêtements qui fait que je peux pas me pencher, que je peux pas m'accroupir, je peux pas tourner mon corps, je peux pas lever les bras sans que mes vêtements ils se lèvent ou qui m'empêchent ça va craquer ma chemise, etc. Donc, on se rend compte qu'on met à nos enfants et à nous-mêmes des vêtements qui empêchent le mouvement. Même chose avec nos chaussures. Même chose avec nos intérieurs dans nos maisons, elle nous fait prendre conscience de ça. Donc, on voudrait que nos enfants bougent plus, mais on leur met des mouvements, des vêtements qui les empêchent de bouger. Donc, elle nous fait prendre conscience de plein de choses et elle nous dit comment trouver des mouvements adéquats qui permettent de à la fois être à la mode, c'est-à-dire que l'enfant puisse aller à l'école sans honte et en même temps de bouger. Donc, tout le bouquin est fait de trucs comme ça qui nous font déconstruire un peu notre mental, je dirais, d'homme ultra domestiqué pour aller vers, d'où le titre du livre, Grandir sauvage. Donc, c'est pas de la sauvagerie dans le sens de violence, c'est de la sauvagerie dans le sens retrouver nos racines sauvages, naturelles et renouer avec ce monde-là. Parce que alors, je vais aller chercher la définition des mots grandir et sauvage. Ah, c'est intéressant, vas-y, j'aurais dû le faire en tant que traducteur, au secours. Voilà, alors, c'est tout simple, hein. Grandir, c'est se développer. Bon, ça va. Et sauvage, c'est selon les lois de la nature. Ah, génial!
Génial. Eh ben, écoute, tu vois, j'ai pas fait ça et j'ai eu un petit doute quand le bouquin est sorti. Je dis, est-ce que je suis pas allé trop loin? C'est wild en anglais et wild en anglais, c'est vrai, c'est plus connoté nature que l'aspect sauvage. Et j'avais peur qu'en français, j'ai fait une grosse bourde. Et si tu me dis que la définition c'est ça, alors je suis hyper content. C'est le titre est bien choisi. Et d'ailleurs, Cathy définit nature et culture. Elle fait un petit schéma dans un de ses chapitres où, en gros, elle dit souvent quand on entend la nature, c'est ce qui est vert, c'est ce qui est l'extérieur. Ensuite, elle dit que la culture est juste un petit peu au-dessus et que, en fait, il y a une autre définition de la nature qui, elle, englobe le tout. Et la nature, Exactement. ce n'est pas seulement l'extérieur, mais c'est aussi tout ce qui est vivant, c'est aussi notre façon d'être, toutes les lois, en gros, qui nous régissent, quoi. Mais et ça, là, cette idée, je trouve, est absolument géniale. C'est que tu as tout à fait raison. Nous, on a tendance à penser, la nature, c'est ce qui est vert ou bleu, la mer, voilà, c'est la nature, vert et bleu. Et du coup, en faisant ça, on s'extrait de la nature. Dis-moi, bah, je fais pas partie de la nature. Regarde, j'habite dans une maison, voilà, avec des murs en béton, je sais pas quoi. Et puis là, dehors, y a la nature. Mais là-bas, et encore là, j'ai un petit jardinet de banlieue. Et voilà, je vais au loin, là-bas, il y a un espace de nature. Mais moi, je suis pas dans la nature. Je fais pas partie de la nature. Donc, pas étonnant qu'on fasse subir à la planète ce qu'on lui fait subir, qu'on exploite la planète comme on l'exploite, puisqu'on se dit, moi, je ne fais pas partie de la nature. L'autre jour, j'entendais un débat sur la corrida, c'était la semaine dernière, il y avait tous ces débats, et il y avait un mec qui disait mais non, mais nous, on n'est pas des animaux. Donc, nous, on n'est pas des animaux. On ne fait pas partie de la nature. Bah, pas étonnant qu'il y ait des problèmes. Et la journaliste dit bah, si, excusez-moi, monsieur, nous faisons partie du règne animal. Et il dit non, on n'est pas des animaux. Donc, tu vois, on n'est pas des animaux pour certaines personnes, et on ne fait pas partie de la nature. Mais en fait, Cathy Bauman, elle dit mais attends, l'humain, il fait partie, c'est un animal qui fait partie de la nature. Tout ce que crée un animal fait partie de la nature. Les autres animaux, ils fabriquent des trucs, ça fait partie de la nature. Donc en vrai, elle pousse un peu le bouchon pour notre mental, mais tout ce que je crée en tant qu'animal, bah, ça fait partie de la nature, alors y compris ma maison, etc. Et en fait, du coup, il faut se réintégrer dans un monde plus global. Mais évidemment, nous, on voit la nature, c'est les trucs verts et bleus, mais en fait, on est dans l'univers, l'univers, c'est la nature, bah, tout ce qui est dedans fait partie de la nature. Et simplement, nous, on a créé une déconnexion fictive. Est-ce que c'est à cause de Descartes? Est-ce que c'est à cause de toute la civilisation judéo-chrétienne? Je ne saurais pas dire, mais on s'est séparé du monde de la nature. Et nous, en permaculture, c'est tellement essentiel de comprendre toutes ces interactions-là. Et là, Cathy Bauman, elle a raison de faire ce schéma, je crois. Il y a la nature, et il y a notre culture, et il y a la nature. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le mouvement et pourquoi est-il, attention, mot magique, pourquoi est-il primordial? Mais voilà, c'est exactement ça, on en a déjà un peu parlé. Le mouvement, beaucoup de gens pensent, voilà, il y a le corps, mais c'est ça qui disait Descartes, il faut séparer le corps et les processus corporels des processus psychiques et émotionnels. Et on a longtemps cru que bah voilà, il y a le corps avec les thérapeutes du corps, et puis les moments à l'école où on fait des activités corporelles, et puis il y a le psychisme de l'autre côté, et puis il y a même des gens qui vont mettre le spirituel d'un autre côté, puis le mental d'un autre côté, on va séparer les émotions, le mental, le corps. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Quand un bébé se développe, il développe tout à la fois. J'ai donné un exemple. Le bébé, il a ce qu'on appelle le réflexe d'agrippement. C'est-à-dire qu'un bébé qui vient de naître, il ne peut pas s'empêcher d'agripper. Donc, le bébé, il va tourner sa tête, il va toucher quelque chose, ça va le faire agripper. En agrippant cette chose, il va l'amener à lui. Il va prendre conscience de cette chose, de sa forme, de sa texture, de sa chaleur, de sa couleur. Il va le mettre dans sa bouche, il va l'expérimenter. En faisant ça, il fait une action physique, mais en même temps, il amène à lui un objet pour le découvrir. Donc, il va le découvrir. Il va connecter sa cognition. Il va brancher la compréhension du monde extérieur parce qu'il a interagi avec. Et donc, ce mouvement de attraper, puis plus tard de lâcher, c'est aussi un mouvement intellectuel, mental, cognitif, de prendre quelque chose avec moi, l'explorer intellectuellement et émotionnellement, bien entendu. Je ne peux pas séparer l'impression que ça me fait de ce que c'est physiquement, et je vais le relâcher. Et donc, on a le geste, le mouvement, est lié à la cognition, c'est-à-dire les compétences intellectuelles. Donc, il n'y a pas de séparation. Donc, c'est pourquoi le mouvement est tellement important. Mais nous, on a cru qu'il y avait une séparation. Aujourd'hui, tous les neuropsychologues, tous les experts du développement savent qu'on ne peut pas penser sans mouvement. Le mouvement, c'est la substance qui nous permet de penser, de nous représenter l'espace à l'extérieur de nous. Par exemple, pour réussir à lire ou à écrire, c'est-à-dire, on pense, bah, lire, voilà, c'est un processus intellectuel. Non, c'est pas qu'un processus intellectuel, c'est un processus intellectuel qui a besoin que mes yeux croisent la ligne médiane, que je sois bien coordonné entre mes deux hémisphères cérébraux et que mon corps ait été capable de faire un certain type de mouvement quand j'étais petit qui ont permis de faire ce croisement. Et donc le mouvement, on peut dire à ce moment-là,
que le mouvement est la porte de l'apprentissage, c'est la porte de la cognition. C'est comme le dit Paul Denison, c'est ce qui permet d'apprendre, c'est ce qui permet de brancher notre cerveau. Donc le mouvement, je pense que l'erreur de Descartes, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand spécialiste qui l'a dit, il a écrit un bouquin qui s'appelait L'erreur de Descartes. L'erreur de Descartes, c'est d'avoir dit je pense donc je suis. Et non, c'est je bouge donc je suis. C'est parce que j'ai un corps que je sens que j'existe. On pourrait dire je bouge donc j'existe. Le premier système qui se développe dans le corps humain, c'est le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est ce qui permet de nous situer dans l'espace, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, et de dire qu'il y a du mouvement. En tant qu'être humain, faisant partie du monde vivant et faisant partie du monde vivant animal, on a besoin de se représenter le monde extérieur et d'interagir dans ce monde extérieur. Et c'est par le mouvement. Et c'est par le mouvement que on va développer notre corps, on va développer notre mental, on va développer nos émotions. Et c'est tellement important. Et c'est pourquoi Cathy Bowman, son livre, elle parle pas de tout ça, elle parle pas de latéralité, d'apprentissage, de scolarité, elle parle pas de tout ça. Elle dit, voilà, pour grandir, on a besoin de mouvement, on a besoin de bouger. Si on veut des enfants qui soient en équilibre physiquement, émotionnellement, cognitivement, il faut leur permettre de bouger. Et le meilleur parcours de psychomotricité qui existe, c'est d'aller dehors. Voilà. Et donc, le mouvement, c'est ce qui va façonner les animaux en règle générale. Mais comme nous, on est un être humain, en tant qu'être humain, on est hyper polyvalent, on a ces capacités de grimper, de nager, de courir, de faire toutes les activités de chasseur-cueilleur, si je puis dire, eh bien, on a besoin d'énormément de stimulation. Voilà, on va dire un poisson, il a besoin de nager, un oiseau, il a besoin de voler, mais nous, on a besoin de grimper, de sauter, de courir, de se rouler par terre, d'explorer plein de choses, parce que nous sommes des primates, on a développé des mains et on marche sur nos deux pieds, et donc ça veut dire que pour grandir juste normalement, on a besoin d'énormément de stimulation motrice. Question suivante, Cathy Bowman développe un concept que j'avais vu nulle part jusque maintenant, c'est le concept d'empiler sa vie, d'empilement, qu'elle différencie d'être multitâche. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept d'empiler sa vie? Ah, et ça, c'est très important. Et tu dis que tu n'en as entendu nulle part, mais je croyais que tu t'intéressais un petit peu à la permaculture. Quand en permaculture, on dit que chaque chose doit avoir plusieurs fonctions. C'est ça, son idée d'empilement. C'est de dire qu'une chose doit avoir plusieurs fonctions. Donc ça, c'est un principe de base en permaculture. Et bien, c'est exactement ce qu'elle dit ici. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, dans un monde moderne, on a plein de responsabilités et plein de choses qu'on doit faire. On a tous vécu ça. On se dit, voilà, il faut que je travaille, il faut que je passe du temps à travailler, il faut que je m'occupe de ma maison, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse bien à manger, il faut que je fasse tout ça, bon, il faut que je m'occupe de ceci, de cela. Plus si on a des enfants, alors là, la liste s'allonge d'une manière phénoménale, il faut s'occuper des enfants, il faut leur fournir un bon foyer, et ceci et cela. Et donc, la liste est longue. Et puis, on réalise que tout ce qu'on est censé faire tous les jours, moi, je dois faire ma méditation aussi, je dois faire ceci, cela, en 24 heures, c'est plus possible. Et il faut qu'on dorme suffisamment longtemps et tout. C'est pas possible tout ce qu'on doit faire. Donc, on essaye de faire vite les choses, ou on essaye de faire du multitâche. Alors, je suis à l'ordinateur et en même temps, je fais ça, et en même temps, j'écoute la musique, et en même temps, on voit bien dans la rue, on écoute nos téléphones, la musique, et en même temps, on fait des SMS, et en même temps, on marche dans la rue, et en même temps, on essaye de faire du multitâche. Le multitâche, c'est la catastrophe pour notre cerveau. C'est la destruction cellulaire, cérébrale assurée. C'est le burn-out assuré. On peut pas. Notre cerveau n'est pas multitâche, contrairement à une légende qui a été fait croire par certains coachs bien intentionnés. Notre cerveau ne fonctionne bien qu'une chose à la fois dans laquelle on met pleinement notre intention. Alors, l'idée de Cathy Bowman, c'est de dire, moi, déjà en tant qu'adulte, elle dit, c'est tout ce qu'on doit faire pour être, ne serait-ce qu'en bonne santé, c'est beaucoup. Et en plus, quand on a des enfants, tout ce qu'on est censé faire pour bien éduquer nos enfants, c'est énorme. Et c'est pas possible, on n'y arrive pas. Donc, c'est soit le burn-out, soit la dépression, soit la catastrophe, on n'y arrive pas. Donc, comment faire pour arriver à faire tout ce qu'on répondre en fait à tous nos besoins, comment faire pour répondre à tous nos besoins sans y passer, quoi. Et donc, son idée, c'est de dire, trouvons des tâches qui répondent à plusieurs besoins à la fois. Au lieu de se dire, par exemple, je dois faire du sport, et puis je dois aller faire mes courses, et puis je dois préparer à manger. Comme 3 tâches différentes, je vais passer 1 heure pour faire du sport, puis 1 heure pour faire mes courses, et puis 1 heure pour préparer à manger, puis 1 heure pour faire ça. Dire, trouvons une tâche qui peut réunir tout ça à la fois. Par exemple, Cathy Bowman, elle dit, elle, au lieu de, pour faire ses courses, de prendre une voiture, d'aller faire ses courses vite dans le supermarché, de remplir les trucs dans la voiture. Et encore, aujourd'hui, c'est même plus ça. On commande sur Internet, les courses arrivent déjà faites. Ou encore pire, on commande des repas déjà préparés avec une application téléphonique et les gars nous apportent la nourriture déjà faite. Il n'y a plus qu'à la digérer. Et encore, je ne sais pas si ça se digère tous ces trucs qu'on mange. Mais
elle dit, au lieu de faire 1 heure de sport et après 1 heure de course, je vais tous les jours aller faire mes courses sans la voiture. C'est-à-dire, on est fait pour avoir des contraintes. Donc, tu vas au sport, tu vas mettre des poids, tu vas soulever, tu vas faire des squats, comme on dit, des accroupissements, tu vas porter des trucs en marchant. Non, je vais aller marcher avec mes enfants à pied, qui ont 2 ans, et je prends un sac à dos, et je prends 2 sacs, et j'y vais, et je fais l'aller, et je fais le retour avec mes sacs. J'ai marché 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour, donc j'ai fait mes 10 000 pas que les docteurs me disent de faire. En même temps, j'ai soulevé des charges lourdes, et j'ai fait mon sport. Est-ce que c'est nécessaire si je fais tous les jours 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour en portant des choses lourdes tous les jours, parce que je ne peux pas tout prendre, donc je fais tous les jours une marche d'1 heure en portant des choses lourdes, j'ai fait d'une pierre deux coups. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que des fois, je me dépêche de faire des trucs en disant mais pourquoi je me suis dépêché de faire ça alors que faire cette tâche m'apporte du bien. C'est-à-dire, je me dépêche effectivement de faire mes courses alors que faire mes courses, mais y aller à pied et porter les machins et porter les enfants petits, ce que moi j'ai beaucoup fait, va me muscler en fin de compte et je vais gagner du temps. Et en plus, bénéfice, je passe du temps avec mes enfants. Au lieu de rentrer vite, de faire mes courses et puis après de mettre les enfants devant la télé pendant que je prépare à manger, faisons ça ensemble. Et là, l'empilage, ça va être plein de choses. Elle dit un jus d'orange. Je peux aller acheter un jus d'orange tout fait, hop, je le verse dans un verre, je bois mon jus d'orange. Ou je peux presser moi-même les oranges. Et là, déjà, je vais redonner du mouvement dans ma vie. Ou je peux, avec mes enfants, aller planter des graines d'oranger. Alors, ça ne marchera pas dans toutes les régions. Là, j'aurais dû choisir autre chose que jus d'orange. Donc, jus de pomme, ça marche très bien chez nous. On a plein de pommiers. Je suis en Normandie. Donc, prendre les graines, aller faire des semis, aller planter, faire des pommes, aller cueillir les pommes. Nous, on fait ça en famille. On fait notre jus de pomme, mais avec une presse à main. Donc, on a la presse, on met les pommes, on ramasse les pommes. Ça nous fait toute une activité pendant un week-end entier. On invite de la famille. Et ça, c'est le principe de Cathy Bowman. On a besoin de passer du temps en famille, de faire la fête. Donc, nous, on se réunit. On a une yourte. Donc, toute la famille vient dans la yourte. On fait le feu. On fait les pommes. On va ramasser les pommes dehors, quel que soit le temps. Ensuite, il faut les presser, les couper, les laver. Enfin, d'abord les laver, les couper. J'ai la liste des besoins de Cathy Bowman là, qu'elle a schématisé. Ah ouais, vas-y, merci. Un peu de la même façon que la fleur permaculturelle. Donc, c'est des catégories de besoins. Donc, il y a le repos, la famille, les jeux, la nature, la nourriture, le travail, les amis, le mouvement, l'apprentissage. Et voilà. Et c'est vrai que dans tout ce que tu viens de décrire, moi, je souligne une chose, c'est que on peut empiler des activités, mais ce n'est pas forcément des activités, motrices, ça peut aussi être des activités d'apprentissage. Et un petit exemple, moi, quand j'emmène ma fille chez la nounou, j'y vais à vélo, on traverse la campagne, et en fait, c'est aussi un moment pour moi de faire du sport. Et pour ma fille, moi, je lui apprends les animaux qu'on voit dans la campagne, donc tous les oiseaux, les vaches. Elle me fait le cri de tous les animaux, etc., quoi. Et voilà. Et donc là, j'empile sport, déplacement pour amener chez nous et apprentissage et temps passé avec ma fille. Exactement, c'est exactement ça l'idée. Et moi, c'est quelque chose en tant que parent, je suis souvent passé à côté de ça quand j'étais parent. Maintenant, j'ai la chance d'être grand-parent, j'ai 2 petites filles. C'est qu'on veut aller vite parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a ceci, cela. Maintenant, j'ai encore plus de boulot puisque j'ai en plus une maison d'édition que je n'avais pas avant, etc. Et néanmoins, quand j'ai mes petites filles, tu vois, on rentre de l'école, on va chercher à la crèche. Si tu rentres vite, tu prends l'enfant sous le bras et tu rentres, j'en ai pour 10 minutes. Si je laisse faire ma petite fille, j'en ai pour 10 minutes. Mais après, je la fais quoi? Je la dépose quelque part et puis je retourne à mon ordinateur, je travaille et pendant qu'elle joue toute seule, enfermée à l'intérieur. Alors que que après, quand elle sera couchée, je vais aller faire mon sport à la salle de sport ou quoi que ce soit. Non, c'est exactement ce que tu viens de dire. Si je laisse faire ma petite fille sur le chemin du retour, ça prend pas 10 minutes, ça prend plus d'1 heure. Parce que comme tu dis, elle veut faire les cris animaux. L'autre jour, j'ai vu, on est en centre-ville, enfin on est en ville ici, il y a des noisetiers, on a ramassé des noisettes, on est allé chercher un caillou, on a écrasé la noisette, on a mangé la noisette, il pleut, on retire nos chaussures et on va sauter dans les flaques d'eau et on prend le temps on a passé du temps dehors, on a bougé, on a sauté, on s'est agrippé dans des trucs et des machins dans les arbres et on est allé dans le sens inverse et on a découvert des tas de choses et on est dans la nature et j'ai passé un temps merveilleux avec ma petite fille. On rentre et il est temps de se coucher, super, on a passé une soirée merveilleuse, quoi. Et on a mangé des noisettes en guise de goûter qui sont gratuites en ville, que personne ramasse. Donc, c'est exactement ça, la notion d'empilement. En revanche, je contredis ce que tu dis. Toutes ces choses impliquent le mouvement. Tout implique le mouvement. Oui. Tout apprentissage que tu viens de citer implique le mouvement. Tu fais du vélo, tu interagis, tu vas presser tes pommes, tu fais tes machins. Toutes ces activités impliquent le mouvement. Et ça, c'est très important. Et implique la nature, en fin de compte, si on y pense bien. Donc, nature égale mouvement. Le fait d'aller dans la nature nous fait bouger. Le meilleur parcours de psychomotricité pour l'humain, c'est d'aller dans la nature. Et à ce moment-là, on passe du temps avec les gens, on explore des choses. Et là, il y a plein de choses à faire. Et pour ça, c'est un super bouquin. Alors, le livre, il est organisé
Alors d'abord, il y a la présentation, c'est un peu tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Et ensuite, il y a la fleur avec les besoins. Et le livre, ensuite, est organisé par catégorie de chaque besoin. Où là, Cathy Baumann nous explique, en gros, nous donne des pistes, voilà, pour être et faire naître le mouvement avec nos enfants, quoi. Il y a un autre concept que j'ai découvert donc, dans ce bouquin, enfin quand je dis découvert, c'est le concept de contenant. Oui, c'est ça. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec les habits, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi ce concept est, ce que c'est et en quoi c'est primordial également? Alors, elle va parler de contenants qui correspondent à en fait ce qu'elle appelle aussi des environnements. C'est-à-dire que, prenons le premier dont elle parle, c'est l'environnement ou le contenant de la culture. Bah, évidemment, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, la culture, c'est ce qui nous environne, c'est notre façon de penser. C'est le poisson, il est dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau. Bah, nous, on est dans notre culture occidentale, industrielle, moderne, de l'homme blanc dominant, je ne sais pas quoi. On est dedans, on ne s'en rend pas compte, c'est nos lunettes. Eh bien, cette culture nous contient, c'est-à-dire nous permet ou nous interdit de faire un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on passe à nos enfants. Ça, c'est le contenant de la culture. J'ai évoqué un autre contenant tout à l'heure, c'est le contenant des vêtements. On passe tout notre temps dans notre culture, et notre culture implique des vêtements. Alors moi, je n'ai pas des vêtements peut-être qui correspondent tout à fait à notre culture, mais on passe presque toute notre vie dans des vêtements, à part quand on dort, et encore beaucoup de gens mettent des vêtements pour dormir spéciaux. Donc on est contenu par nos vêtements qui permettent ou pas de faire certaines choses. Des contenants comme ça, il y en a plein. Elle va citer le contenant, l'environnement et le contenant de l'alimentation, du logement, là où on habite, des apprentissages, des activités qu'on fait. Et il y a deux autres qui sont très importants, c'est les festivités, c'est-à-dire que c'est l'environnement des festivités, tout ce qui contient les fêtes. Là, on va s'approcher des fêtes de Noël, il y a eu les fêtes de je sais pas quoi, Halloween, la Toussaint, etc. Pour les Américains, c'est Thanksgiving. On a des fêtes, mais souvent, elle dit, nos fêtes, c'est plus que des symboles. Voilà, Noël, c'est le symbole. Et ça n'implique plus d'activité. Et là, c'est très important, ce que tu as évoqué tout à l'heure, du temps passé avec ta fille en allant à vélo. Noël, je peux aller acheter des cadeaux et puis les mettre sous le sapin et puis Noël est fini. Mais c'était autrefois, du temps de nos grands-parents, c'était un temps où on prenait des jours et des jours à préparer des trucs ensemble, aller couper du bois, aller chercher le sapin dans la forêt, le ramener, fabriquer les décorations nous-mêmes, préparer la nourriture tous ensemble, les marrons, les machins. Aujourd'hui, on fait la dinde fourrée au marron. Voilà, on prend une dinde déjà achetée, congelée, on fourre des marrons dedans s'ils ne sont pas déjà dedans achetés. Non, il fallait éplucher les marrons, les laver, les bouillir. Il y a tout un tas de tâches qui implique la festivité autour de Noël et qui impliquait du temps en famille, du mouvement, du temps dans la nature et tout un tas de choses. Et là, elle redonne l'importance de toutes les fêtes, de faire des fêtes de quartier, des fêtes, tout est l'occasion de faire des fêtes. Et aussi bien, elle dit, des gens qui décèdent, des gens qui sont malades, qu'est-ce qu'on fait Il y a mille occasions de créer des moments partagés, sociaux, avec nos personnes âgées, avec nos enfants, de réunir tout le monde et de faire des choses. Et là, il y a plein d'idées de retrouver cette dimension sociale. Et le dernier contenant, un peu particulier, c'est ce qu'elle appelle, ce qui est un peu connu dans le monde des gens qui s'intéressent autour des enfants, de ce qu'on appelle les alloparents. Les alloparents, c'est-à-dire que il y a un adage, un proverbe que j'adore énormément, qui vient d'Afrique, nous dit-on, c'est « il faut toute une tribu pour élever un enfant ». Voilà. Un enfant a besoin de toute une tribu pour avoir les sollicitations dont il a besoin, physiques, émotionnelles, cognitives, corporelles, etc. Aujourd'hui, quand on élève nos enfants, nous, au mieux, on est deux parents, souvent un seul parent, qui doit répondre à tous les besoins de l'enfant. Et c'est virtuellement impossible. On ne peut pas, une personne, même un couple, ne peut pas répondre à tous les besoins d'un enfant. Et nous, notre société nous évertue à répondre à tous les besoins de nos enfants, à nous tout seuls. Or, c'est impossible. On ne peut pas. Un enfant a tellement de besoins, de sollicitations qu'on ne peut pas. Or, si toi, tu n'y arrives pas, la société te renvoie l'image, tu es un mauvais parent. Tu es censé t'occuper de son éducation, de lui faire à manger correctement, de faire en sorte qu'il bouge suffisamment, de faire en sorte qu'il fasse ses devoirs et ses leçons, qu'il ait des stimulations, de l'emmener dehors dans la nature, etc. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'aime bien faire l'expérience quand quelqu'un vient dans nos formations, ou dans une réunion de famille ou n'importe où, et qu'il y a un bébé. Qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? D'abord, tout le monde est intéressé par ce bébé, que ce bébé, il ait quelques mois ou 1 an, 2 ans, tout le monde est intéressé par ce bébé et tout le monde veut prendre le bébé. Et le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager de bras en bras et de bras en bras et il va passer la journée dans les bras de quelqu'un et de quelqu'un. Et si tout d'un coup, le bébé, il a besoin d'être allaité ou qu'il pleure et qu'il a besoin d'un câlin plus particulier,
réflexe, on le donne on les rend à sa mère, et là, immédiatement, le bébé a le besoin qu'il lui fallait de nourriture ou de tendresse ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on a le réflexe de prendre un bébé, de passer du temps avec, parce que ça nous fait aussi du bien. Ça fait du bien au bébé et à nous. Eh bien, ça, aujourd'hui, dans nos sociétés, ben, c'est presque plus jamais possible. C'est possible dans des cas de réunion de famille, mais ça arrive quand? Pour Noël, à Pâques, voilà. Et en fait, nos enfants ont énormément besoin d'aller de bras en bras, c'est-à-dire de famille en famille. Avant, on vivait ensemble, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les grands-pères, on vivait dans le même village, on vivait les uns à côté des autres. Donc, nos enfants passaient de l'un à l'autre et de l'autre à l'un et d'une famille à l'autre. Ils avaient plein de stimulations. Donc, elle dit, comment recréer ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, et c'est pas négatif forcément, mais on fait appel à des alloparents les alloparents, c'est tous les gens qui sont pas les propres parents de l'enfant, mais qui s'en occupent, mais qui sont des professionnels. Donc, les professionnels des crèches, les professionnels de l'école, les docteurs, les éducateurs, les psychomotes sont les alloparents. Mais quelle est leur vision de l'enfance? Quelle est leur vision de l'éducation? Et qu'est-ce qu'ils font? Quelles interactions ils ont? Et ça, c'est très intéressant à regarder. Et qu'est-ce que je peux faire pour donner, c'est ça le plus important, à mon enfant, une stimulation autre que la mienne propre en tant que parent. Et qui passent du temps avec les grands-parents, les oncles, les tantes, mais des tas de gens. Et ça, c'est très important, ça fait partie des sollicitations humaines majeures, qui sont finalement les sollicitations, on pourrait dire, sociales. Et ça, c'est hyper important pour l'enfant le plus tôt possible. L'enfant ne peut pas être élevé que par un parent, voire deux, et la télé. C'est pas possible. Et des écrans. Il a besoin de plein d'autres stimulations. Merci pour toutes ces précisions. Il y a une chose, quand j'ai parcouru le bouquin, alors j'ai découvert plein de petits trucs que moi je pourrais appliquer à la maison. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est la façon dont ils dorment. Donc ça, c'est dans le contenant logement. En fait, Cathy dit que on dort sur des matelas. Le matelas, il accueille notre forme. Et en fait, une fois qu'on est sur un matelas, on ne bouge plus. Alors qu'il devrait y avoir du mouvement pendant la nuit. Et donc, elle a commencé à essayer de changer de lit. Et donc, elle est passée sur des futons, des tatamis. Et puis maintenant, elle dit, oui, ça, elle dit dans le bouquin qu'elle dort sur des peaux de chèvre. C'est excellent. Et donc, en gros, quasiment à même le sol, avec une peau de chèvre qui fait un petit peu d'isolant. Et puis, et que même l'oreiller, ce n'est pas quelque chose d'utile parce que dans la nature, en fait, ça n'existait pas, quoi. Donc voilà, ça, c'est une petite chose qui m'a marqué, quoi. Alors, pourquoi pas essayer? Et voilà. Et est-ce que toi, il y a des petits trucs aussi qui t'ont marqué dans ce bouquin? Alors là, si tu savais, parce que Cathy Bowman, je la suis depuis 20 ans, et en fait, on est allé vers toute une modification de notre mode de vie grâce à elle, en la suivant. Ça a commencé par faire le bureau debout, comme je suis là, c'est-à-dire sans chaise, sans l'ordinateur, et je suis en position debout, là, tu vois. Et d'enlever donc toute position de travail assise, et puis d'enlever toutes les chaises chez nous, les fauteuils, les canapés, les écrans. Donc on est au sol, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de table. Et même chose pour les lits, on s'est débarrassé des matelas. Et les oreillers, c'est ce que j'ai le plus de mal. Alors, j'ai un oreiller qui est très différent de ce que j'avais au début. C'est pas un gros oreiller. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Cathy Bowman, c'est une biomécanicienne. Tu vois, par exemple, il y a un exercice en gym qui est extrêmement recommandé. Ils disent il faut faire ce qu'on appelle des squats, s'accroupir. Donc, voilà, se lever, s'accroupir. Alors, en général, tu prends des poids et tu t'accroupis. Et tu vas aller à la salle de gym, tu vas en faire 50. Tu dis waouh, 50, c'est super. Ou 100, waouh, 100. Waouh, c'est super. Tu as fait l'accroupissement. L'accroupissement, c'est bon pour les membres inférieurs. Il faut muscler tes cuisses et tout. Mais en fait, pourquoi on s'accroupit plus? On s'accroupit plus parce qu'on a des chaises. Si tu enlèves tes chaises, et les experts ont compté ça, tu vas t'accroupir, ce que je fais, plus d'une centaine de fois par jour, parce que la moindre chose, j'ai pas de chaise. Donc, je vais m'accroupir. Je vais m'accroupir pour faire plein d'activités. Je vais m'accroupir pour manger, pour attraper des choses, pour lire, voilà. Comme on n'a pas de lit, je m'accroupis pour aller au sol, etc. Et pour me relever, on va beaucoup interagir. En fait, elle est biomécanicienne. Elle dit on est censé utiliser notre corps. Et de plein de manières. Or, aujourd'hui, on a créé tout un mobilier, donc tu as raison, ça fait partie du contenant de nos maisons, de nos foyers. On a créé tout un tas de mobilier qui nous empêche de faire les bons mouvements. On ne sait plus s'accroupir, donc on ne sait plus aller au sol. Et ce qui va être très intéressant, c'est de regarder autour de nous, parce que nous, les Blancs occidentaux industriels, on croit la chaise, c'est normal. On croit avoir un matelas moelleux, c'est normal. Un coussin, c'est normal. C'est la norme, c'est comme ça. Et c'est très bizarre, parce que tu as ton enfant et bébé, on le met sur des matelas fermes, puis à un moment donné, tu le sors du lit de bébé, il se met dans un
matelas mou, avec un oreiller, alors qu'avant, c'est interdit de mettre un oreiller à l'enfant. À partir d'un certain âge, 2-3 ans, ça y est, paf, on change le truc. Et en fin de compte, sur cette planète, il y a des tas de gens qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas de matelas, qui n'ont pas d'oreiller, qui n'ont pas de chaise. Moi, que tu peux aller en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, il y a des tas d'endroits, il n'y a rien de tout ça. Et c'est tout à fait normal pour eux. C'est tout à fait normal pour eux. Par exemple, les couches. C'est un petit détail, mais mettre des couches aux enfants, c'est parce qu'on est dans un environnement qui ne permet pas aux enfants de faire leurs besoins naturellement. Si on a l'enfant sur nous, si tu portes un petit bébé, tu sais à quel moment il va faire ses besoins. Et tu n'as plus qu'à l'écarter de ton corps, le mettre au-dessus du pot, et il fait ses besoins naturellement. On appelle ça aujourd'hui hygiène infantile naturelle. Naturel. Voilà, naturel, exactement. Mais ça, comme nous, on n'est plus dans le naturel, bah, l'enfant, il est posé dans un siège, avec des couches, avec des vêtements. On ne l'a pas près de nous. Je suis à mon écran, à mon ordinateur en train de travailler pendant que mon gamin il est dans son Youpala, dans son trotteur et son machin avec ses couches. Forcément, j'ai besoin de couches. Si l'enfant est près de moi, que j'ai plus un mode de vie où je suis à l'écoute de mon enfant et plus dans la nature, bah, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Et donc, Cathy Bauman, elle dit, bah, on ne peut pas revenir au temps des chasseurs-cueilleurs, et ce n'est pas ce qu'elle souhaite, mais c'est de dire comment, dans notre monde d'aujourd'hui, recréer des sollicitations. Alors attention, hein, par exemple, moi je suis pieds nus aussi, j'ai plus de chaussures, etc. Mais attention, tout ça, c'est des super bonnes idées, et comme elle le dit, et comme elle l'a écrit dans un de ses livres sur Va nu-pied, il ne s'agit pas de retirer ses chaussures du jour au lendemain, il ne s'agit pas de retirer ses matelas du jour au lendemain, et ses chaises du jour au lendemain, parce que les gens vont se faire mal, vont se blesser, vont pas y arriver, vont abandonner. Il s'agit de progressivement retrouver certaines sollicitations. C'est important parce que on parle des enfants, mais quand on va vieillir, tu veux toujours avoir des hanches qui fonctionnent, tu veux toujours être capable de t'accroupir et de te relever. Tu n'as pas envie de finir avec tes béquilles ou dans une chaise roulante. Et ben, à force de ne pas solliciter mon corps, eh bien, la nature, elle dit ce qu'elle n'utilise pas est recyclé et disparaît. On a besoin de sollicitation. C'est le principe du kiné. Hein. Tu t'es cassé une jambe, tu dois aller faire la rééducation sur le kiné. Chez le kiné, il faut t'immobiliser le moins longtemps possible, sinon tu vas avoir une perte musculaire et une perte osseuse. Eh bien, nous, avec nos modes de vie où on a même des moulins à sel, à poivre électrique, c'est-à-dire qu'on peut même plus, on ne veut plus faire cet effort. Pour ouvrir une porte de voiture, il nous faut appuyer sur un bouton alors qu'on ne peut plus tourner la clé dans la voiture, c'est trop d'effort. Si tu dis à quelqu'un, ben voilà, je te vends une voiture, mais il faut mettre la clé dans la serrure, les gens vont dire, c'est quoi ta voiture de merde? Je veux appuyer sur un bouton et même plus avoir la clé maintenant, il est dans ma poche, j'approche de la voiture, elle s'ouvre toute seule. On en est arrivé à un point qui est totalement délirant. Je veux dire, nos grands-parents, s'ils savaient que pour faire du sel, tu appuies sur un bouton, le sel coule tout seul, ou il est déjà fait, dis c'est de la folie. Quand j'étais petit, mes parents ils moulaient le café. Enfin, c'est pas difficile de faire ça pendant 2 minutes avant de prendre ton café qui est frais, qui est meilleur. Nous, il nous faut une machine en fer qui coûte un mot fou, qui pollue énormément avec des trucs en plastique que tu mets pour avoir ton café. C'est un délire total. Le délire, c'est le délire écologique, mais le délire, dit Cathy, elle fait le lien entre les deux, dans sa conclusion, c'est de dire, ce délire écologique, c'est un délire aussi qui à chaque fois enlève du mouvement, et donc des sollicitations, et nous rend encore plus en mauvaise santé. Donc c'est un cercle vicieux. Donc le fait de redonner du mouvement, du contact avec la nature, va recréer un cercle vertueux. Et ça, c'est très important, et c'est très important de le faire le plus tôt possible en tant que parent, en tant que famille, et c'est pourquoi ce livre, quoi. Et c'est pour ça que je suis tellement content qu'ils sortent là maintenant, en plus après la crise du Covid qui a explosé tout ça, la demande vers le numérique, vers moins de mouvement, vers des enfants qui sont dans des écrans toute la journée et qu'on a tous pris l'habitude de tout commander, le moindre truc sur Internet qui arrive tout cuit, tout fait. Et donc c'est important. Ok. Et ben merci. Alors précision, c'est un livre qui, bien que le titre Grandir sauvage peut faire penser qu'il s'adresse aux enfants, en fait, il s'adresse à vraiment tout le monde, puisque tant qu'on est encore vivant, on n'a jamais fini de grandir. Ouais, exactement. Merci de le dire. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que c'est pas un livre. Bien sûr, ça parle beaucoup des enfants, mais c'est de comprendre qu'on ait été parents ou qu'on l'ait jamais été. On a été et où on sera en interaction avec des enfants. Et donc ça, c'est très important. Et comme tu dis, on n'a jamais fini de grandir. Et rien que de le lire en tant qu'adulte, même si on n'a pas d'enfant et qu'on compte pas s'occuper d'enfants, ça va nous donner tellement, je veux dire, de prendre conscience du contenant, de la culture, des vêtements, de nos environnements, de tout ce qu'on fait. Bah, ça nous permet nous de changer. On nous dit tous, tu sais, c'est le grand adage gouvernemental, bougez plus, mangez moins. D'accord, mais ça ne donne aucun résultat parce que je ne sais pas comment faire. Tu vas voir le docteur, il dit il faut que tu manges moins, il faut que tu bouges plus. Ah oui, d'accord, comment je m'y prends? Ah ben voilà, les gens ils ont des chaises, des fauteuils, des tables, des lits et tout. Comment on fait? Bah, progressivement, je peux rajouter dans ma vie des petites choses toutes simples, acheter des oranges au lieu de prendre l'habitude d'acheter du. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Et de presser moi-même à la main plutôt que de trucs électriques. En plus, on enlève tous ces gadgets qui coûtent cher, qui polluent, qui tombent en panne tout le temps, et on apprend à faire à la main. C'est pas la mort. Moi, j'ai un petit moulin pour faire
faire la farine, c'est pas la mort et les enfants et tout le monde adore ça. Pendant 5 minutes de faire ça, ouais, d'accord, je vais pas faire des kilos de farine, mais qu'est-ce que j'ai besoin de kilos de farine? Elle est fraîche, je le fais au fur et à mesure, je rajoute du mouvement. Ça nous renoue à l'écologie. En tant qu'adulte, je pense qu'on a tous à grandir plus sauvage et ça nous ferait du bien. Tu as tout à fait raison. Tant qu'on est vivant, on grandit et il y a quelque chose à apprendre. Merci beaucoup. Ok. Ben, merci Paul pour toutes ces précisions sur le bouquin. Un livre qui a évidemment une grande place dans la librairie permaculturelle. Une partie de la philosophie de la librairie permaculturelle, c'est d'essayer de proposer des bouquins qui sont le plus, en lien avec ce qu'on serait dans la nature s'il n'y avait pas cette culture qui existait. Et donc, voilà, celui-là, en tout cas, il sera éclairant sur beaucoup d'aspects de nos vies. Et je pense qu'il pourra donner envie à beaucoup de personnes de changer par petites touches pour aller vers un mieux-être. Ouais, super. Voilà. Merci. J'aime beaucoup l'esprit de ta maison d'édition parce que ça me fait penser un peu comme aller dans un magasin bio. C'est-à-dire, je sais qu'en allant dans ta librairie, même si je le fais via Internet, je n'ai pas trouvé des produits toxiques qui vont m'empoisonner. Je trouve des livres dans un tas de sujets d'intérêt. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, ouais, ça va être que des livres de permaculture, il ne va pas y en avoir tant que ça. Mais en fait, c'est évidemment, si on pense à la permaculture comme culture permanente, bah, c'est extrêmement vaste. Et tu sélectionnes, je suis vraiment fasciné de voir la sélection très large d'ouvrages que tu as dans tous les domaines qui touchent la santé, le bien-être, la survie, la nature, même l'éducation des enfants, la naissance naturelle et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment un choix génial. Et plutôt que d'aller parce que quand je vais dans une librairie classique, il n'y a qu'un tout petit rayon qui m'intéresse et tout le reste, c'est des trucs, je ne dis pas que c'est pas bien, où il y a des romans ou des tas de trucs qui me semblent évidemment pas intéressants pour moi, mais là, c'est une librairie entière avec que les sujets autour de l'être humain et de la nature et de tout ça. Je trouve ça absolument génial et merci d'avoir fait une place pour ma petite maison d'édition et en particulier pour cet ouvrage que je trouve super, évidemment génial parce que je l'ai traduit. Donc, merci. C'est fait l'effort de le traduire, c'est parce que je le trouve génial, mais merci beaucoup. Merci à toi d'avoir pris le temps de poser ces questions.